Bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être là et je vous en remercie d'être venus aussi nombreux pour traiter d'un sujet qui est pleinement dans l'actualité. Rien que les 2 derniers mois, vous avez pu voir que la Corée du Nord avait montré qu'elle avait acquis une capacité balistique intercontinentale. Dans les 2 derniers mois, le président Trump a décertifié l'accord avec l'Iran. Dans les 2 derniers mois, un traité d'interdiction des armes nucléaires a été ouvert à la signature à New York et la campagne internationale contre les armes nucléaires s'est vue décerner le prix Nobel de la paix. Rien que le dernier week-end, le pape, lors d'un séminaire important, a rappelé la position constante du Vatican contre la possession et, a fortiori, l'usage des armes nucléaires dans le monde. Monsieur Verluise m'a dit que le public était très divers, qu'il y aurait sans doute des personnes qui ne connaissaient pas grand-chose à la dissuasion nucléaire et à l'autre bout du spectre, qu'il y aurait de grands spécialistes de cette question. Et il m'a demandé de repartir du point quasi zéro pour arriver au point maximal en 1 heure. Le challenge est un peu difficile, surtout que je ne m'y attendais pas, mais nous avons des bébés et des nourrissons dans la salle, alors je ne suis pas sûr de partir du 0-0 qui leur permette de comprendre la dissuasion. Mais partons de 3 bases de façon à ce que tout le monde soit vraiment, enfin, pas au même point de départ, mais disons les points clés. La dissuasion nucléaire, d'abord, c'est à la fois un arsenal et une doctrine. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, pourrait-on dire, ça ne suffit pas. La dissuasion, c'est l'ensemble des deux pour tous les pays qui s'appuient là-dessus. Le deuxième point que vous devez avoir en tête, c'est globalement qui possède l'arme et qui ne la possède pas. Alors je vous rappelle très rapidement que vous avez les 5 permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Et puis vous avez 3 autres pays, l'Inde, le Pakistan et très probablement Israël, qui n'a jamais rien dit sur le sujet, mais nous allons supposer dans cette conférence qu'Israël possède la bombe. Et puis enfin la Corée du Nord. Donc ça vous fait 9 pays. Les quantités sont très différentes, avec d'un côté les États-Unis et la Russie. Vous êtes de l'ordre de 4600 têtes pour chacun d'entre eux, dont un peu plus de 2000 opérationnels et 2600 en stock, pourrait-on dire. Beaucoup plus si on met celles qui sont au rebut, mais qui pourraient, dans certains cas, être remises d'aplomb. Donc, ça, c'est les 2 qui en possèdent vraiment des quantités considérables, mais ils ont beaucoup baissé. Souvenez-vous qu'au pic de la guerre froide, les États-Unis possédaient 34 000 têtes. Et maintenant, on est plutôt dans la zone 4 600. Il y a quand même de la réduction depuis. La Chine, autour de 250. La France, un tout petit peu moins de 300. Le Royaume-Uni, 160 opérationnels sur 250. Reste après ceux qu'on ne connaît pas. L'Inde et le Pakistan, autour d'une centaine, à peu près entre 100 et 120 sans doute. Israël, les gens disent peut-être autour de 80. Reste la Corée du Nord, entre 5 et 10, sans doute. Mais voilà. Évidemment, cette absence de transparence sur les chiffres est un des problèmes qui va se poser. Nous y reviendrons. Les autres pays n'ont pas l'arme nucléaire. Pourquoi ? Pour des tas de circonstances historiques, plus une importante, c'est qu'ils sont partis à un traité très important qu'on appelle le traité de non-prolifération, lequel a été signé en juillet 1968 et entré en vigueur en 1970. Alors ce traité est très particulier parce qu'il autorise les 5 qui avaient des armes nucléaires avant 1967 à les garder, et puis tous ceux qui adhèrent après n'ont pas le droit d'avoir la bombe. C'est ce qu'on appelle un traité asymétrique. Et ce traité a été relativement bien respecté. Mais évidemment, Israël, l'Inde et le Pakistan n'ont pas adhéré, ce qui leur a permis d'acquérir la bombe. Et puis la Corée du Nord, qui avait adhéré, en est sortie. Alors elle en est sortie de fait, pourrait-on dire, sinon de droit, peu importe, ici. Enfin, la troisième base, et j'arrêterai avec ça, c'est ce point clé de la philosophie de la dissuasion, si l'on peut dire.
on ne peut pas savoir si la dissuasion, ça marche ou si ça ne marche pas. Que les choses soient claires, si vous entendez quelqu'un vous dire la dissuasion, ça marche, ou quelqu'un qui vous dit la dissuasion, ça ne marche pas, c'est un militant, c'est-à-dire qu'il ne voit qu'une partie du problème. Et en réalité, d'où vient cette indétermination fondamentale? C'est que la dissuasion nucléaire a été conçue pour un certain type de menace et pour un certain type de défense, qu'elle a ces menaces et ce système de défense a fonctionné. Ça ne veut pas dire que sans cela, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, prenez par exemple l'exemple de la France pour que ce soit plus clair. Nous avons un arsenal nucléaire et une doctrine qui dit, bien voilà, je ne veux pas être attaqué, et si quelqu'un m'attaque dans mes intérêts vitaux, eh bien la réplique sera telle qu'au fond, il peut comprendre rationnellement qu'il n'a aucun intérêt à venir m'attaquer trop fortement. Nous n'avons pas été attaqués dans nos intérêts vitaux depuis que nous avons en fait un arsenal nucléaire. Est-ce qu'on peut dire pour autant que la dissuasion a marché? On n'en sait rien. Peut-être que nous n'aurions pas été attaqués, même si nous n'avions pas eu cela. En revanche, si nous avions été attaqués dans nos intérêts vitaux alors que nous avions la dissuasion, alors on aurait pu dire la dissuasion ne marche pas. Mais comme ça n'a pas été le cas, on ne peut pas dire ni que ça marche, ni que ça ne marche pas. Donc, heureusement, pourrait-on dire. Parce que si on pouvait démontrer scientifiquement que la dissuasion marche, eh bien tout le monde l'aurait. Et si on pouvait démontrer scientifiquement que ça ne marche pas, ben les gens ne sont pas fous, ils l'auraient mis au placard depuis longtemps. Et c'est justement à cause de cette indétermination-là que ça continue, ce qui vous montre un point clé de la philosophie de la dissuasion. La dissuasion, c'est une forme de croyance, de pari et de représentation créée dans l'imaginaire de l'autre et de soi-même. Voilà pour les bases. C'est un peu rapide, je le reconnais, mais il faut bien attaquer un peu le vif du sujet. Première grande partie à aborder, l'état du débat aujourd'hui, avant de regarder l'état du débat futur. L'état du débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est un double mouvement. Un vaste mouvement international pour aller vers un monde sans armes nucléaires, et en même temps un retour de la centralité de l'arme nucléaire dans toutes les questions géopolitiques. Et donc, vous avez une espèce de mouvement un peu antinomique, voire paradoxal, qui se produit simultanément. Alors d'abord, regardons ce mouvement en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Quels sont les arguments des opposants, pourrait-on dire, à la dissuasion? Vous avez trois grandes familles d'arguments. C'est toujours les mêmes, mais avec des intensités diverses suivant les époques. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'arme nucléaire, depuis Hiroshima, elle est critiquée et une bonne partie de l'opinion publique est contre depuis le début. Donc, ce n'est pas une opposition récente, c'est juste une opposition renouvelée, plus forte et avec un développement des arguments un peu différent de ce qu'on connaissait évidemment pendant la guerre froide. Donc, trois grandes familles d'arguments. C'est facile, entre guillemets. 1, la bombe est dangereuse. 2, la bombe est inutile. 3, la dissuasion nucléaire correspond à un ordre mondial dont nous ne voulons plus. Et tout tourne autour de ça. Et débouche, on le verra après, sur deux questions fondamentales, la question morale et la question éthique. Prenons-les un peu dans l'ordre rapidement. La bombe est dangereuse. C'est tout l'approche, évidemment, humanitaire, c'est-à-dire dire, qu'est-ce que c'est que cette arme qui peut, en une fois, pourrait-on dire, tuer des centaines de milliers de personnes? C'est évidemment un des arguments qui est apparu dès Hiroshima et Nagasaki, mais qui s'est renforcé aujourd'hui. Peut-être parce que la conception de la vie humaine a changé au cours du temps et la valeur de l'individu. Peut-être aussi parce que les normes du droit international humanitaire se sont élevées. Et donc, évidemment, le caractère indiscriminé de la bombe, le côté ça va tuer des centaines de milliers de civils, etc., est monté en puissance dans le temps, parce que l'époque veut cela. Un deuxième argument qui est apparu plus récemment, c'est la question des dommages considérables et durables à l'environnement. Préoccupation qui était moindre avant. Bien sûr, depuis les années 60, on dit une guerre nucléaire entraîne ce qu'on appelait un hiver nucléaire.
Mais les dommages considérables à l'environnement, c'est, comme vous le savez tous, une préoccupation plutôt récente, mais qui a beaucoup servi dans la campagne actuelle contre les armes nucléaires. Donc c'est un point qui est évidemment très important. Et puis, enfin, dans les dangers de la bombe, il y a toute la question des accidents possibles. Alors les accidents, ils sont de plusieurs sortes, évidemment. D'abord, c'est l'idée qu'il peut y avoir un accident parce qu'on a lancé un missile par erreur, par toute une série d'erreurs dans la chaîne de décision. C'est l'accident purement technique qui fait que ça explose alors qu'on considérait que ça n'allait pas exploser. Ben voilà, il y a un accident nucléaire comme ils sont produits dans le civil. Et puis il y a l'accident qui correspondrait à une erreur d'interprétation, c'est-à-dire qu'on voit arriver quelque chose de l'adversaire réel ou supposé, et on se trompe, on pense que c'est du nucléaire, alors on répond par du nucléaire, alors que c'était autre chose, et c'est arrivé qu'on puisse confondre un lever du soleil avec une arrivée d'un missile. Et donc c'est pas quelque chose de négligeable. Donc c'est pour toutes ces raisons, il y a toute une famille d'arguments autour de tout cela est insupportable, la bombe c'est beaucoup trop dangereux pour qu'on en garde, hop, il faut qu'on mette ça à la poubelle. La deuxième famille d'arguments, c'est la bombe est inutile. Au fond, voilà, c'est tous les arguments comme quoi ça ne fonctionne pas, et donc c'est ce qu'on appelle la délégitimation de la dissuasion. De ce point de vue-là, comme je vous ai dit, il n'est pas possible de démontrer objectivement, pourrait-on dire, que la bombe est inutile, mais il y a quand même des arguments en ce sens. La première idée, c'est de dire que la dissuasion n'a pas empêché la guerre. Alors, bien entendu, ceux qui disent cela savent bien qu'il n'y a pas eu de guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique, par exemple. Mais ce qu'ils disent, c'est que ça n'a pas empêché la guerre parce que ça l'a déplacée. Parce qu'au fond, l'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, eh ben, il s'est déplacé par proxy en Afrique, en Amérique latine, voire même, et bien sûr, en Asie. Et donc, au fond, dire la dissuasion a empêché la guerre, bon, c'est bien beau, ça a empêché la guerre entre les pays qui ont des armes nucléaires, mais ils se sont battus ailleurs et en faisant pas mal de dégâts. Cela étant, on peut bien entendu répliquer que ces guerres n'ont pas, par proxy, n'ont pas été des guerres mondiales comme il y avait eu auparavant. Ensuite, la sécurité qu'est censée apporter les armes nucléaires, eh bien, on n'y croit pas, parce qu'au fond, c'est une question de représentation. C'est une question de représentation que l'autre se fait du fait que je vais être en capacité de l'attaquer ou de rétorquer avec du nucléaire. Et ça, au fond, ce système de représentation, ben, on ne pense pas qu'il soit crédible aujourd'hui. Un des éléments étant de dire, au fond, ces engins sont beaucoup trop puissants pour qu'ils soient utilisables aujourd'hui. Et donc, ça ne sert à rien de les garder. Il faut bien voir qu'en termes de tonnage, enfin de capacité détonnante, les bombes d'aujourd'hui, c'est entre 100 et 1000 fois Hiroshima. Donc ils disent, bon, qu'est-ce que vous voulez utiliser un truc pareil, ça n'a pas de sens en réalité, donc autant les laisser tomber. Enfin, un dernier argument, c'est ça ne sert à rien parce que celui qui l'utilise contre un autre pays nucléaire s'expose en retour à une espèce de suicide collectif chez lui. Et au fond, personne ne prendra jamais une décision pareille. Donc, tout ça est bâti sur un système de représentation non crédible. On n'en veut pas, ça ne sert à rien, poubelle. C'est là donc la deuxième famille d'arguments sur l'inutilité. Troisième et dernière famille d'arguments, c'est tout cela correspond à un ordre nucléaire issu de la Deuxième Guerre mondiale dont nous ne voulons plus. Voilà. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait historiquement comme ça. Mais il est vrai qu'au bout du compte,
les 5 permanents du Conseil de sécurité sont les 5 pays dotés d'armes nucléaires au sens du traité de non-prolifération. Et que ça leur donne une place totalement à part, asymétrique par rapport au reste du monde. Donc il y a une espèce d'inégalité qui ne correspond plus à ce que certains souhaitent comme ordre d'aujourd'hui, où tous les pays doivent avoir à peu près la même place et le même rôle dans le concert des nations. La deuxième attaque sur cet ordre mondial, c'est de dire, mais enfin, la bombe, elle est déclenchée par des chefs d'État et de gouvernement. Dans tous les systèmes où il y a du nucléaire, c'est le chef de l'État ou du gouvernement qui prend la décision, et donc il bypasse l'ensemble de l'armée. C'est ce qui fait un des éléments clés. Vous ne pouvez pas imaginer une dissuasion nucléaire avec une décision prise par un parlement, par exemple. Ça ne pourrait pas fonctionner. Ça relève de la décision d'un homme. Une femme, pour le moment, d'un homme. Mais les gens disent, mais attendez, ça veut dire qu'au fond, le monde tient sur la décision de 8 ou 9 personnes. Donc moi, l'ensemble de la sécurité mondiale, ça tient sur M. Trump, sur M. Poutine, sur M. Kim Jong-un en Corée du Nord. Non, mais moi, je ne veux pas d'un ordre mondial qui tient sur la décision de ces 9 personnes et sur leur rationalité supposée. Ça ne me convient pas du tout. Donc on voit bien le type d'argument que l'on peut développer autour de ces questions, j'allais presque dire, de personnes. Enfin, dernier argument sur l'ordre du monde, c'est cette idée que les pays nucléaires ne font pas vraiment d'efforts pour aller vers le désarmement nucléaire, qu'au fond cette situation les arrange, qu'ils vont garder ça parce qu'il y a une question de statut, que ça les arrange de se différencier ainsi et d'affirmer la puissance dans le concert des nations. Et donc, ces pays nucléaires ne remplissent pas leurs obligations au sens du traité de non-prolifération, parce que l'article 6 du traité de non-prolifération les engage à négocier de bonne foi un désarmement nucléaire dans le cadre d'un désarmement, ce qu'on appelle le désarmement général et complet, mais ça c'est de la cuisine. Globalement, ils sont invités à négocier tous ensemble. Or, ils ne l'ont quasiment jamais fait. Et ça n'a pas conduit, en tout cas, à des réductions d'armement. Il faut bien voir que les réductions effectives, pas la limitation interne, la réduction effective des armements, c'est toujours fait, soit de façon unilatérale, comme la France, partiellement la Grande-Bretagne, soit par des accords bilatéraux entre, par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie. Il n'y a pas eu de traité de réduction multilatérale du nucléaire. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui, dans le monde moderne du multilatéralisme, où on veut promouvoir l'ONU, etc., est assez difficile à accepter par certains pays et un certain nombre de personnes. Donc vous voyez là tout un ensemble d'arguments contre l'ordre nucléaire tel qu'il est aujourd'hui, et qui débouche sur 2 questions dont on pourrait dire d'ailleurs qu'elles sont sous-jacentes, qu'elles venaient avant, je les ai placées après, qui sont la question morale et la question éthique. La question morale, tout d'abord, elle peut se poser de 2 façons différentes, suivant qu'elle porte sur la bombe elle-même ou sur la dissuasion nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Sur la bombe elle-même, vous pouvez poser la question morale en disant « il est immoral, ou est-il moral, d'avoir un engin capable de tuer d'un seul coup plus de 100 000 personnes. Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on accepter ça? Est-ce que ce n'est pas un crime contre l'humanité? Est-ce que ça n'est pas une conception même de la valeur de l'homme qui est insupportable? Évidemment, vous pouvez, pour la relativiser, l'inscrire dans la morale de la guerre, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus immoral d'avoir 200 000 morts après Hiroshima et Nagasaki que 350 000 morts avec les bombardements conventionnels sur les villes allemandes ou 500 000 morts par des bombes conventionnelles sur le Japon avant Hiroshima et Nagasaki? Donc, c'est pas que ça relativise forcément, mais on voit quand même que poser la morale de l'arme nucléaire pose aussi de façon générale la morale des
des massacres de masse et des guerres de masse telles qu'on a pu les connaître au XXe siècle. Vous pouvez aussi poser la question morale pour la dissuasion, ce qui est différent, puisque la dissuasion, c'est justement ne pas faire la guerre. Donc, est-ce qu'il y a une morale à cela? Et à ce moment-là, il faut la poser de façon, j'allais dire, un peu méta, c'est est-il moral de menacer quelqu'un d'un acte immoral? Et c'est une question qui est extrêmement difficile à résoudre et qui se pose non seulement pour le nucléaire, mais dans plein de domaines de la vie. Bon, je pourrais me lancer là-dedans, mais il vaut mieux que ça vienne dans les questions si jamais cette question morale de la dissuasion vous intéresse. Ensuite, il faut poser la question éthique. Alors, la question éthique, c'est très différent. C'est le débat cher à Max Weber et à Raymond Aron. C'est entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Alors, l'éthique, maintenant, vous pouvez la diviser en deux, pour la bombe et pour la dissuasion nucléaire. Pour la bombe, c'est quoi? C'est, est-ce que je dois m'en tenir à l'éthique de la conviction, qui évidemment m'empêche d'utiliser une arme pareille, ou bien l'éthique de la responsabilité, qui me dit je peux l'utiliser si ça empêche quelque chose d'encore plus fort. Et donc, à ce moment-là, la question c'est, c'était quoi la situation à Hiroshima? Est-ce que les 200 000 morts d'Hiroshima et Nagasaki, ça a empêché plus de morts japonais et américains après? Winston Churchill disait ça a évité 1 million de morts. Mais d'autres historiens vous disent pas du tout. Le Japon était déjà à genoux, la guerre aurait été finie même sans la bombe, et donc, en aucune façon, il ne fallait l'utiliser parce que ça n'évitait pas quelque chose de pire en termes d'éthique, de conviction et de responsabilité. Maintenant, par rapport à la dissuasion, encore une fois, c'est complètement différent. Là, la conviction majoritaire chez tous les chefs d'État et de gouvernement, c'est de dire « nous voulons un monde sans armes nucléaires ». Et l'éthique de la responsabilité, c'est tant que je n'ai pas un système de sécurité collectif qui a fait ses preuves, et qui a fait ses preuves de façon plus performante que la dissuasion nucléaire au niveau mondial, je ne touche à rien. Et donc là, vous avez une tension, et le politique est obligé de trouver un équilibre entre justement son aspiration à un monde sans armes nucléaires et une espèce de principe de réalité qui lui dit « je ne suis même pas sûr que la dissuasion fonctionne, mais en tout cas, je préfère avoir ça que rien. Mieux vaut pas lâcher la proie pour l'ombre et ce genre de choses. » Voilà à peu près comment aujourd'hui peut se poser le débat à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue éthique. Ce qui m'amène maintenant effectivement aux arguments qui sont plutôt les arguments des pro-nucléaires, c'est-à-dire le fait que la dissuasion, et la bombe pourrait-on dire, mais la dissuasion nucléaire garde encore un aspect central de la géostratégie. Et même en ce moment, c'est plutôt en train de monter en puissance. De la même façon que tout à l'heure, vous avez là aussi trois grandes familles d'arguments. La première, c'est de dire la dissuasion nucléaire contribue à la paix et à la sécurité. Et de travailler sur cette question de la stabilité mondiale grâce au nucléaire. Argument de base, qui est vraiment l'argument le plus lourd en ce sens, ça a empêché le retour des grandes guerres que nous avions connues au XXe siècle, avec ces millions de morts. Et quel que soit ce qu'on peut dire sur les conflits qui ont suivi, il y a moins d'intensité et il y a moins de désastres que ce que nous avions connu. Un argument fort. Alors, par exemple, pour la France, évidemment, dans l'histoire de France, à partir du Moyen-Âge jusqu'à 1939, c'est quoi la durée maximale sans guerre sur le territoire métropolitain? C'est 47 ans. Depuis la guerre, vous avez plus de 70 ans. Vous vous dites, ah ben il faut que je regarde tout ce qui fait qu'on n'a pas eu de guerre sur le territoire métropolitain depuis 1945. Et vous allez trouver plein d'arguments, mais plein d'autres. Il y a l'OTAN, il y a la construction européenne, il y a le traité franco-allemand, il y a le souvenir même de la guerre, qui fait qu'on n'a pas envie de recommencer. Il y a le fait qu'on est moins impérialiste qu'avant, et comme on ne veut pas aller conquérir les autres, ben, ils ne veulent pas venir chez nous. Il y a plein d'arguments. Mais il y a aussi celui de la dissuasion nucléaire et de l'ordre nucléaire. Et certains disent que cette dimension-là,
a été fondamentale dans le fait que nous soyons en paix depuis une période incroyablement longue de 70 ans, qui fait que le souvenir de la guerre s'estompe dans les familles, que la photo du grand-père, du père, du cousin, du mari mort à la guerre disparaît progressivement de la cheminée du salon, et que les jeunes aujourd'hui ne se pensent pas dans une guerre sur le territoire métropolitain. Ils savent qu'il y a des guerres, mais plutôt pas sur le territoire. Donc un vrai changement de paradigme, dont une partie est attribuée à la dissuasion nucléaire, sans qu'on puisse dire quelle partie par rapport à d'autres éléments aujourd'hui. Donc cet aspect-là de la contribution de la dissuasion à la paix et à la sécurité, c'est évidemment fondamental. L'autre point, ça consiste à dire que le nucléaire, aujourd'hui, s'est finalement concentré sur quelques théâtres d'opération très précis, dans le cadre de circonstances historiques bien délimitées. Aujourd'hui, où est-ce que vous avez des problèmes en termes de tension nucléaire? Évidemment, encore entre les États-Unis et la Russie, un problème autour de l'Europe, pourrait-on dire, puis même un problème géopolitique général, un problème au Moyen-Orient, un problème Inde-Pakistan, un problème Corée. C'est là qu'il y a des vraies tensions. Or, si vous revenez un peu en arrière historiquement, entre 1945 et 1955, la communauté internationale coupe en deux 4 territoires. L'Allemagne est coupée en 2 pour créer la RDA. La Palestine est coupée en 2 pour créer Israël. L'Inde est coupée en 2 pour créer le Pakistan. La Corée se retrouve coupée en 2. 4 coupures. 70 ans après, la vraie problématique du nucléaire est encore autour de ces 4 coupures, en réalité. Ce qui vous montre que toutes les autres ont été plus ou moins réglées. Si vous n'avez pas réglé la question politique sous-jacente à l'apparition des armes nucléaires dans une région donnée, vous ne pouvez pas espérer en réalité diminuer la tension nucléaire. On a réglé la question allemande. Qu'est-ce qui s'est passé? Diminution drastique des armements nucléaires des Russes et des Américains. On n'a pas réglé la question israélo-palestinienne pour aller vite. Et vous avez eu autour du nucléaire israélien énormément de tensions. Et maintenant, la question iranienne qui vient se mettre par-dessus. Inde-Pakistan, on n'a pas réglé cette coupure. Hop, apparition d'une dissuasion mutuelle entre les deux. Corée, le Coréen du Nord estime qu'il est en péril dans une configuration où la paix n'a jamais été signée, et il veut parler aux Américains et se mettre aussi haut qu'eux, pourrait-on dire, il se met à avoir un arsenal nucléaire. Et donc c'est intéressant, je trouve, de voir que, alors que dans les autres domaines, vous avez le cercle vertueux, la paix entraîne le désarmement, qui entraîne de la paix, qui entraîne du désarmement, etc. Pour le nucléaire, ça ne marche jamais comme ça. Il n'y a jamais eu de réduction des arsenaux nucléaires s'il n'y avait pas eu avant une amélioration de la relation et une baisse de la tension géopolitique de ceux qui possèdent cette arme. C'est ce qui a permis, entre autres, après la fin de la guerre froide, à la France de passer de 600 têtes à 300 têtes. Donc, cette configuration nucléaire est très spécifique par rapport à celle des autres armes, évidemment, puisque ce sont des armes stratégiques. Enfin, dernier point, probablement, on peut estimer que la possession d'armes nucléaires et le fait qu'il y ait un parapluie américain sur un certain nombre de pays alliés a probablement entraîné une moindre montée des armements conventionnels. C'est l'effet selon lequel la bombe est réductrice de certaines inégalités. En gros, si j'ai la bombe, je n'ai pas besoin de me doter d'un arsenal conventionnel considérable. Je peux réduire mon arsenal conventionnel, ou au moins ne pas trop le laisser monter, parce qu'au fond, j'ai le nucléaire qui est une espèce de réducteur de la différence avec celui qui est en face. Il est très probable
que s'il n'y avait pas le parapluie américain, le Japon aurait augmenté considérablement ses armements conventionnels, sans doute la Corée du Sud aussi, mais aussi d'autres pays, et en Europe même. L'Allemagne et d'autres pays, s'il n'y avait pas l'OTAN, sans doute, ils auraient augmenté et développé un arsenal conventionnel considérable. Donc il y a cet effet de stabilisation. Vous avez eu un traité en Europe qui s'appelait le traité sur les forces conventionnelles, qui a plafonné, il ne fonctionne plus très bien aujourd'hui, mais il a plafonné à un moment, pendant longtemps, les armements conventionnels sur l'ensemble du théâtre européen. En réalité, on a pu arriver à ce résultat-là que parce qu'il y avait derrière une stratégie nucléaire américaine et soviétique qui se regardaient l'une en face de l'autre. Donc voilà quelques éléments. Ensuite, vous avez une autre famille d'arguments qui est que cet ordre nucléaire, alors que les Antilles disent ça ne profite qu'à 9 pays, cet ordre nucléaire est en réalité extrêmement partagé de par le monde, par le jeu des alliances. Les États-Unis sont alliés à un certain nombre de pays et offrent entre guillemets leur couverture nucléaire, leur parapluie, à une trentaine de pays. Les 27 autres qu'eux dans l'OTAN, plus le Japon, plus la Corée, plus l'Australie. En réalité, le nucléaire porte sur une population qui sont les 2 tiers de la population mondiale, et en termes économiques, n'en parlons même pas. Donc, cet ordre nucléaire, en réalité, il règne sur le monde. En tout cas, il est stabilisant de l'ensemble du monde. Car tous les pays qui sont sous parapluie ou qui ont la bombe ne se sont pas fait la guerre entre eux. Ce qui est évidemment un argument essentiel en termes de développement économique des 70 dernières années, bien entendu. À cela, ajouter, mais c'est un peu technique, une absence de nucléaire dans des zones entières, puisque vous avez aujourd'hui des zones dites sans armes nucléaires, à travers toute une série de traités qui portent le nom des villes assez exotiques où ils ont été signés. Donc vous avez le traité de Pelindaba, le traité de Tlatelolco, le traité de Semipalatinsk. Donc vous chercherez où c'est sur les cartes, mais tout ça fait des espèces d'enclaves finalement nucléaires très importantes dans le monde, de pays qui ont décidé qu'ils n'en auraient jamais, qu'ils n'en stockeraient pas et que jamais il y aurait de conflit nucléaire chez eux. Et la plupart des pays nucléaires ont dit d'accord, on joue le jeu. Dans ces pays-là, il n'y aura pas d'attaque nucléaire, quoi qu'il arrive. En gros, c'est ça l'idée. Donc, ça fait aussi toute une partie du monde qui vit sous cet ordre-là, pourrait-on dire. Enfin, dernière chose, les pays nucléaires, enfin les 5 du Conseil de sécurité, ont offert, entre guillemets, à tous les autres ce qu'on appelle les garanties négatives de sécurité. C'est une notion très intéressante et qui dit... En gros, je ne vous attaquerai jamais avec du nucléaire à 2 conditions. Vous devez être un pays du traité de non-prolifération, partie au traité de non-prolifération, et vous ne devez vous-même pas être un proliférant. C'est-à-dire vous devez respecter le fait que vous ne voulez pas du nucléaire. Moyennant quoi, je ne vous attaque pas avec du nucléaire, quoi qu'il arrive. Ça fait énormément de pays qui sont sous garantie, bien entendu. Donc aujourd'hui, à part 9 ou 10 pays, tout le monde est sous les garanties négatives de sécurité des 5. Et donc, ils se sont engagés à ne jamais utiliser du nucléaire. Donc, vous voyez que c'est à la fois un ordre qui paraît comme ça, un peu par moments terrifiant, angoissant, anxiogène, mais qu'en réalité, il y a beaucoup d'éléments qui font que le nucléaire n'a quasiment aucune chance d'apparaître dans certaines parties du monde ou contre certains pays. Enfin, et je terminerai avec là, sur le constat, c'est quelque chose de très problématique, ça consiste à dire que les risques liés au nucléaire sont maîtrisables. Alors là, vous avez toujours des hurlements des antinucléaires, sans doute tout à fait compréhensibles. Le risque d'usage, d'abord, le fait de se tromper et d'envoyer une bombe sur quelqu'un comme ça, il y a eu 2-3... accidents à une époque où quand même on n'avait pas les mêmes moyens de contrôle de ce que l'on faisait avec son propre arsenal. La probabilité qu'on envoie une bombe nucléaire par erreur sur quelqu'un est quand même aujourd'hui extrêmement limitée.
Il n'y a pas de risque zéro, je ne dis pas... voilà, mais bon, c'est quand même très très limité aujourd'hui. Deuxième chose, évidemment, le risque technique et technologique. Il est toujours là, même s'il y a eu des améliorations, mais il y a eu beaucoup d'accidents. Il faut bien voir qu'autour de la bombe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en accidents techniques, technologiques, où ça a un peu fuité, où ça a été un peu dangereux, vous avez une 60aine d'accidents. Donc là aussi, il faut prendre ce risque parfaitement en compte, ne pas l'ignorer, mais au contraire, travailler dessus pour le diminuer autant qu'il est possible. Enfin, la dernière chose un peu à la mode, c'est le détournement terroriste. La probabilité d'un détournement terroriste d'une bombe et de son utilisation est extrêmement faible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais c'est très compliqué le nucléaire. Et quand on voit ce qu'utilisent les terroristes, c'est tellement plus simple d'utiliser plein d'autres choses qu'on ne voit pas pourquoi ils iraient chercher quelque chose d'aussi compliqué à voler, à mettre en œuvre, etc. Donc le risque terroriste direct, pourrait-on dire, est faible. Ce qui n'est pas complètement faible, c'est ce qu'on appelle la bombe sale, c'est-à-dire la récupération de matières fissiles qui, conditionnées d'une certaine façon, pourraient permettre de faire un chantage, car il pourrait y avoir des dégâts considérables dans la population. Ce n'est pas de la bombe, mais c'est de l'utilisation de matières radioactives en quantité, pas forcément grande en quantité, mais j'allais dire, en capacité de nuisance et de destruction. Voilà, vous avez à peu près le tableau du débat aujourd'hui. Et comme le sujet, c'est la dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir, on va passer maintenant à la projection pour l'après. Alors, les enjeux, d'abord, de ce qui arrive dans les années qui viennent. D'abord, la question de la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Au fond, plus on avance, plus il y a de gens pour contester cette crédibilité. Et cette crédibilité, pourquoi est-ce qu'elle est contestée? À cause de la question des alliances, du parapluie, pourrait-on dire. Vous vous souvenez que dans sa campagne, Trump avait plutôt dénigré l'OTAN en disant que c'était une organisation un peu obsolète, qu'il a fallu qu'il aille rassurer les alliés, qu'il s'est passé un phénomène un peu comparable au Japon et en Corée du Sud, qui était un doute sur la qualité de l'alliance avec les Américains. Ça pose de façon générale, et non pas circonstancielle simplement avec Donald Trump, une question plus générale. Est-ce que ces alliances vont durer éternellement? Après tout, dans l'histoire, vous avez des alliances qui peuvent durer 50 ans, 100 ans, mais là on est déjà à 70 ans d'alliance pratiquement. Est-ce que l'alliance avec les États-Unis, et avec des États-Unis qui ont souvent des tendances isolationnistes, est-ce que ça va durer éternellement? C'est un gros enjeu. Parce que si ces alliances, d'un coup, on les met en doute, alors c'est tout le paradigme de la sécurité internationale qui se met à être modifié. Beaucoup de pays alliés, aujourd'hui, questionnent la qualité, justement, de l'alliance avec les États-Unis. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est la tendance à contourner la dissuasion. Ce contournement de la dissuasion, il prend plusieurs formes. Je vous donne celle qui me paraît aujourd'hui la plus importante. Les gens, on leur a dit, écoutez, avec la dissuasion, vous allez avoir la paix et puis vous n'avez pas besoin, au fond, de trop vous protéger par ailleurs. Vous avez même une idée contre-intuitive, c'est que pour que les arsenaux nucléaires ne soient pas trop élevés, il ne faut pas trop mettre en place de défense antinucléaire. Parce que plus vous en mettez, plus l'autre est obligé de rajouter des missiles pour continuer à être crédible. Les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, prenant en compte cet argument, ont dit « Ok, on va limiter notre capacité de défense antimissile », traité ABM. Mais ça leur a en fait jamais plu ni à l'un ni à l'autre. Et donc il y avait une remise en cause de ça dans les années 90. Et puis il y a eu un événement, évidemment, le 11 septembre. Le 11 septembre, l'avion arrive dans les tours et les États-Unis découvrent que leur territoire peut être atteint par les airs et qu'il faudra sans doute s'en prémunir et s'en protéger. Et donc, en janvier 2002, ils cassent l'ABM et ils disent non, nous, on ne veut plus avoir simplement 2 batteries de défense antimissiles, on en veut beaucoup plus et on va protéger le territoire de façon radicalement différente.
Et à partir de cette époque, et dans les 15 années précédentes, est venue l'idée qu'il fallait développer des systèmes antimissiles et toute cette fantasmatique des dômes de protection. Donc, on veut bien la dissuasion, mais enfin, on ne sait jamais. Si jamais il y a quelque chose qui nous arrive dessus, pas sûr que l'autre soit dans la même culture de la dissuasion que moi. J'aime préférer avoir des missiles pour atteindre ce qui m'arrive dessus. Mais vous voyez que faisant cela, évidemment, on atteint la dissuasion. On la contourne quelque part, parce que ça veut dire qu'on ne croit pas à sa force première, et qu'on va pas être touché par l'extérieur. Et donc, c'est la tendance actuelle de dire, bon, ok, la dissuasion, c'est vraiment pour des cas très particuliers, mais pour le reste, je m'équipe de missiles, antimissiles, pour être sûr que, quand même, je puisse me protéger et me défendre. Sur les éléments aussi du débat actuel, c'est évidemment les risques de cascade de prolifération. Aujourd'hui, vous avez deux pays qui sont problématiques par rapport à la prolifération, l'Iran et la Corée du Nord. OK. Supposons qu'on n'arrive pas à contrer, par exemple, la Corée du Nord, d'obtenir d'ici 1 an une capacité dissuasive, c'est-à-dire à la fois la bombe et le vecteur. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas impossible que d'autres pays comme le Japon et la Corée disent « attendez, nous, on veut bien toutes les batteries antimissiles, on veut bien l'alliance avec les États-Unis, mais ça serait bien si on avait des bombes chez nous. » Et donc, au début, ils partiront dans une logique de stationnement de bombes américaines, mais peut-être qu'un jour, ils auront peut-être envie d'en avoir. La prolifération de quelques-uns peut entraîner des cascades de prolifération. L'Arabie saoudite a toujours dit, si jamais l'Iran a la bombe, alors, quelles que soient les circonstances, je me doterai aussi. La Turquie sera sans doute dans un cas comparable. Et donc, la prolifération, ce n'est pas seulement 1 ou 2 pays, c'est tout ce que ça peut entraîner derrière, avec des images un peu fantasmées, où on peut penser que si on n'a pas réussi à contenir la prolifération, vous pouvez avoir 10, 20, 30 pays supplémentaires. Enfin, on est dans de la science-fiction, mais enfin, vous voyez l'enjeu qu'il y a à bien traiter la question iranienne et la question nord-coréenne. Elles vont servir d'exemple pour la suite et pour les autres. Okay ? Alors, un petit mot quand même sur le fait que pour les contrer, les approches juridiques sont un peu faibles. À plusieurs ici, nous avons essayé de faire passer l'idée, avec d'autres, d'un traité qui limiterait la possibilité pour les pays de produire des matières fissiles à des fins militaires. Pour le moment, c'est un flop. Quant au traité d'interdiction des essais nucléaires, qui permet aussi de limiter quand même la capacité des pays à se doter de l'arme, eh bien, il existe, mais il n'est jamais entré en vigueur. Il est plus ou moins contourné et on pourrait parler ad nauseam de la question de l'absence d'essai, mais d'un système de calcul et de simulation qui permet plus ou moins aux pays nucléaires de moderniser, de pérenniser les arsenaux. C'est un débat évidemment en soi. Je termine maintenant avec ma dernière grand chapitre qui est l'adaptation de la dissuasion dans le futur. Le premier point qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va falloir, dans les années qui viennent, repenser les architectures de sécurité en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Il ne peut pas en être autrement. Notez d'ailleurs, de ce point de vue-là, que les alliances des États-Unis dans ces 3 régions avec les pays sont institutionnellement complètement différentes. Sur l'Europe, vous avez l'OTAN, donc un système où les pays se parlent entre eux, agissent ensemble et prévoient en termes de planification nucléaire ensemble. Sur l'Asie, vous n'avez pas une organisation comparable. Vous avez des accords bilatéraux avec le Japon, la Corée et l'Australie. On n'a jamais fait une organisation. Faire une organisation qui parle de nucléaire entre le Japon et la Corée du Sud aurait été assez performant. À un moment, on a pensé à une organisation et il y avait la Nouvelle-Zélande dedans. Et puis, elle s'en est retirée tout de suite, c'était dans les années 50, et ça a tué l'idée d'une organisation régionale asiatique sous parapluie américain. Donc, des accords bilatéraux. Et puis, dernière configuration, le Moyen-Orient. Très curieusement, vous me direz, il n'y a pas d'accord entre les États-Unis
et les pays du Moyen-Orient alliés des États-Unis. Il n'y a pas d'accord avec Israël, ni avec l'Arabie saoudite, ni avec les pays du Golfe. Ça peut paraître étonnant. Mais dans la réalité, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, dans les guerres, sur le terrain, etc., on voit bien qu'il y a une alliance extrêmement forte et une implication extrêmement forte des États-Unis dans la zone. La question étant de savoir si cela pourrait aller jusqu'au nucléaire. Probablement oui. Probablement oui, du fait de la faible... Enfin, non, on ne va pas parler de la profondeur stratégique des uns et des autres, mais disons qu'il pourrait y avoir une implication de dissuasion nucléaire des États-Unis sur la zone, même si ça n'a jamais été posé comme tel dans aucun accord là-bas. Or, tout ceci va probablement changer considérablement dans les années qui viennent. Pourquoi ? Encore une fois, quelle va être la configuration autour de la Corée du Nord ? Vous imaginez que les choses continuent et que dans un an, la Corée du Nord a à la fois des missiles intercontinentaux et une capacité à mettre la tête nucléaire dessus. C'est pas si simple, ça vibre beaucoup, c'est compliqué à mettre en place, mais ils avancent, et ils avancent bien. Ce qui veut dire que dans un an ou deux, raisonnablement, vous pouvez penser que la Corée du Nord aura une capacité de dissuasion capable d'atteindre les États-Unis. S'il n'y a pas eu d'intervention américaine avant, on va prendre la situation telle qu'elle est. Mais ça change tout sur la zone, toutes les équations de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pourrais vous faire 5 scénarios. Le plus probable, à mon avis, c'est un déploiement considérable d'antimissiles sur la zone. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger Séoul, qui est à 45 km de la frontière, parce qu'il y a des tas de raisons. Donc, il y aura probablement de l'antimissile américain en Corée du Sud, au Japon dans des proportions considérables, et sur toutes les plateformes américaines, Guam, d'autres îles, les plateformes navales, etc. Donc, personnellement, personne n'a de boule de cristal, et je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il va y avoir déploiement d'antimissiles considérable. La Chine, évidemment, ça l'inquiète, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, si vous mettez de l'antimissile, la dissuasion de l'autre s'en trouve modifiée. Et donc, la Chine ne va pas être contente, la Russie, qui a un bout de frontière aussi, ne va pas être contente non plus. Donc vous allez avoir une montée aussi de ce côté-là de l'armement. Bref, l'équilibre stratégique va se trouver à un niveau d'armement sur la zone beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce que l'on peut espérer, c'est que tout le monde, hors Corée du Nord, sera assez sage pour se parler, pour définir un équilibre stratégique plus élevé, mais à un niveau minimal. Autrement, vous allez avoir immanquablement une nouvelle course aux armements en Asie. C'est quasi inéluctable avec ce changement. Deuxième configuration qui change dans les années qui viennent, c'est l'architecture de sécurité en Europe, qui doit être revue et corrigée. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, en termes géopolitiques, c'est que, pour plein de raisons, la Russie est en train de remonter en puissance et a envie de retrouver une place qu'elle considère avoir perdue après la fin de la guerre froide. Elle remonte son niveau d'armement et elle a une attitude plutôt agressive sur un certain nombre de théâtres. La Géorgie, il y a déjà 10 ans, mais ensuite la Crimée, puis l'Ukraine. Et donc, ça se rapproche un petit peu. Et on est obligé de prendre cette tension naissante comme telle. Certains, parce que c'est de la poule et l'œuf, considèrent que c'est une conséquence de l'attitude des Occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Mais on prend la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on constate que la Russie est redevenue une puissance relativement agressive vers l'ouest de l'Europe. Et les Américains ayant donc outrepassé l'accord ABM, eh bien, ils font, semble-t-il, la même chose avec un accord nucléaire sur les forces nucléaires intermédiaires. Cet accord, qui porte sur des missiles qui ont une allonge entre 500 et 5500 km, c'était un accord très important entre les deux parties. Il semble, d'après les Américains, mais nous n'avons pas de confirmation à titre national, que les Russes ont mis en place une capacité de missiles
qui correspondent à ces distances, et donc ils sont en violation. Les Américains ne sont pas en reste, puisqu'ils préparent aussi des missiles de l'ordre de 2000 km. Donc, dans cette nouvelle configuration, ce qui risque d'arriver, c'est un retour de missiles de portée dite intermédiaire entre l'Est et l'Ouest, entre l'ancienne frontière Est-Ouest. Une espèce de retour un peu régressif de ce point de vue-là. Et il faudra repenser l'ensemble des outils que nous avions mis en place donc, après la fin de la guerre froide, notamment l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui est aujourd'hui bloquée à Vienne, mais aussi beaucoup d'autres outils bi- et multilatéraux qu'on ne va pas décrire ici, mais qui sont actuellement plus ou moins en panne. Sur le Moyen-Orient, la question est évidemment ultra sensible en ce moment et bouge, j'allais dire, sans arrêt. Il s'agit de savoir si ce sont les anciens clivages ou les nouveaux clivages qui vont perdurer. Les Russes et les Américains jouent deux cartes radicalement différentes. Derrière cela se joue une partie géopolitique historique considérable. Et peut-être que les pièces du puzzle de la tectonique des puissances va bouger sur la zone, mais en tout cas, tel que c'est parti, on va vers des tensions extrêmement fortes. Car tout cela se double d'un conflit ancien, qui est évidemment celui entre les sunnites et les chiites, ravivé à cette occasion, je la fais courte, et qui met en tension aujourd'hui, évidemment, l'Arabie saoudite et l'Iran, pour, je dirais, la prédominance régionale. J'arrête là parce qu'on sort du nucléaire. Mais la question du nucléaire, vous voyez, est centrale là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il est très possible que le Congrès, dans un mois exactement, décide de décertifier complètement l'Iran, lequel se trouvera à ce moment-là, il l'a déjà dit, libre de tout engagement vis-à-vis de l'enrichissement du nucléaire, et on ne sait pas la suite. En revanche, si on arrive à jouer le jeu et à faire du containment iranien, non seulement jusqu'à la fin du JCPOA, de l'accord avec l'Iran, mais aussi au-delà des sunset clauses, c'est-à-dire des clauses de fin de vie de cet accord, qui est limité dans le temps, alors peut-être que la tension en termes nucléaires va pouvoir baisser sur la zone. Pour le moment, nous sommes dans l'expectative à l'heure où nous parlons aujourd'hui, parce que la décision du Congrès dans un mois va être absolument déterminante pour la suite des opérations, j'allais dire. Un deuxième aspect qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est la question de la modernisation des arsenaux. C'est un peu technique, mais pour la faire courte, on va vers des têtes de plus en plus légères et vers des missiles qui vont de plus en plus loin. Les deux d'ailleurs étant parfois corrélés, puisque le missile va plus loin si la tête est plus légère. Mais ce n'est pas seulement cette corrélation. Qu'est-ce que ça entraîne d'un point de vue géostratégique ? Gardez juste une idée à ce stade. C'est que, au fond, il n'y a plus de profondeur stratégique dans le monde aujourd'hui. Avec l'allonge des missiles, avec le cyber, avec les drones, avec les sous-marins qui arrivent devant les côtes d'un autre pays sans se faire voir, au fond, c'est quoi la profondeur stratégique ? Aujourd'hui, en tout cas, elle est remise en cause et la façon dont elle va être pensée dans les années qui viennent sera déterminante sur la question des arsenaux. Ce qui m'amène à mon tout dernier point, peut-être que nous verrons bientôt d'autres formes de dissuasion que la dissuasion nucléaire. On sait que la dissuasion conventionnelle, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que l'armée de l'autre est plus forte qu'elle n'est pas attaquée. On l'a vu dans l'histoire. Et historiquement, on voit que jusqu'à 3 fois plus, une armée plus faible est capable d'attaquer. Si l'armée de l'autre est plus que 3 fois plus importante, il commence à réfléchir. Bon. Que la profondeur stratégique a toujours été déterminante dans les conflits. Je veux dire que Napoléon et Hitler, quand ils sont arrivés à Moscou, ils étaient au bout du rouleau et ils ont dû rentrer. On n'attaque pas la Russie comme ça, surtout en plein hiver. Donc toutes ces questions de dissuasion conventionnelle, ça ne marchait pas. Il n'y a pas de dissuasion conventionnelle. Il n'y a pas d'ailleurs non plus de dissuasion par les armes chimiques ou le biologique. À ce stade, seule la dissuasion nucléaire semble avoir fonctionné dans sa dimension dissuasive. Ça ne veut pas dire que ça va rester.
et qu'il n'y en aura pas d'autres. On peut penser notamment au cyber, et ce qui peut passer en cyberattaque et en cyberdéfense. Et un cyber développé de façon extrêmement sophistiquée par l'intelligence artificielle. C'est un peu science-fiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de dissuasion? Vous ne menacez plus l'autre d'exterminer 100 000 personnes, vous menacez l'autre de lui bloquer son pays, de le paralyser, de paralyser toutes les infrastructures vitales. Et vous pouvez imaginer une dissuasion dans laquelle on dit à l'autre « Oula, tu ne m'attaques pas, parce qu'autrement, autant dire que ton pays est en panne et pour longtemps, et si tu m'attaques par le cyber, je saurai, j'ai la capacité de faire la même chose dans l'autre sens. » Encore une fois, pas de boule de cristal, mais on peut imaginer, vu les développements du cyberespace aujourd'hui, que cela peut être un élément du cyber plus tard. Je termine, et en titre de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord que l'arme nucléaire n'a pas été utilisée dans le combat après Hiroshima et Nagasaki, bien entendu. Et qu'il faut donc se poser cette question clé qui est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été utilisée? Et c'est là que l'approche humanitaire est faible, parce qu'au fond, elle suppose que, comme toutes les autres armes, à partir du moment où on la possède, alors on va l'utiliser. Sauf que ce n'est pas le cas, historiquement. Il y a donc bien quelque chose qui retient la main des puissants pour appuyer sur le bouton. Et c'est sans doute le souvenir d'Hiroshima. C'est là le cynisme de l'histoire. S'il n'y avait pas eu Hiroshima et Nagasaki, les images d'Hiroshima et Nagasaki et les conséquences, il n'y aurait sans doute pas de dissuasion nucléaire, parce que c'est inimaginable avant que ça ne soit arrivé au moins une fois. J'avais dit, pour le 70e anniversaire d'Hiroshima, il y a 2 ans, à la fin de mon intervention pour la France, quelque chose qui était difficile, un peu tangent, parce qu'il y avait 2000 personnes, dont quasiment que des Japonais, et surtout les Hibakusha qui étaient là, c'est-à-dire les rescapés de Nagasaki et d'Hiroshima. Et j'avais dit à la fin qu'il fallait évidemment ne jamais oublier le souvenir, et que quelque part, les morts étaient encore là parce que nous vivions encore sous leur protection. C'est difficile comme argument. C'est de dire, au fond, c'est le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki qui empêche que ça recommence. Ce qui veut dire qu'il faut garder ce souvenir, toujours fondamental. D'où l'ambiguïté de cet argument. C'est que les antinucléaires l'utilisent pour dire « plus jamais ça, donc il ne faut plus la bombe », et que les pro-nucléaires disent surtout « n'oublions pas ça, car c'est ça qui fait la dissuasion ». Vous voyez l'ambiguïté un peu perverse de ce type d'argument. N'empêche que c'est bien autour de ça que ça se joue. L'autre chose, c'est... comment dire? Bon, à titre personnel, je dirais que rien n'est satisfaisant là-dedans, mais on n'a pas mieux. Ou dit différemment, le régime de l'équilibre de la dissuasion nucléaire, est à la sécurité ce que la démocratie est à la politique. Le pire système à l'exception de tous les autres qu'on a essayé avant. Et donc, évidemment, c'est pervers aussi, c'est compliqué de le poser comme ça. Il n'empêche que c'est ma conviction personnelle autour de cette question. Est-ce que pour autant, il ne faut pas continuer d'essayer d'aller vers un monde sans armes nucléaires? Oui, sûrement. Toutes les armes ont eu leur durée de vie, pourrait-on dire, dans l'histoire, et puis elles ont disparu au profit d'autres. Il est très probable qu'un jour, il n'y aura plus d'armes nucléaires. Mais à une condition, c'est qu'on ait trouvé un système de sécurité collective qui assure au moins le même service. Ce qui, à ce stade, on n'en a pas trouvé, on n'en a pas sous la main. Et donc, il faut garder en tête que l'arme nucléaire n'est pas éternelle, que sans doute il faut trouver d'autres systèmes de dissuasion, mais que, comme disait un président il n'y a pas si longtemps, « not in my lifetime », ça appartiendra sûrement à la génération suivante de trouver ces nouveaux systèmes de dissuasion, génération suivante qui sera en charge de cela et dont une partie, au fond, est dans cette salle, et je leur souhaite bon courage.
Merci.